Bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour accueillir Monsieur Trévidic, juge d'instruction au pôle antiterroriste de Paris. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités de l'Institut d'études judiciaires de la faculté de droit de Strasbourg, qui organise la semaine à venir une série de rencontres entre des magistrats et les Strasbourgeois. L'idée, c'est que Strasbourg a besoin de connaître ses juges et les fonctions des juges, et c'est la raison pour laquelle il nous est apparu utile de provoquer des rencontres dans des lieux strasbourgeois, comme par exemple le Snack Michel, le Café Brandt, la Bibliothèque nationale universitaire et d'autres lieux encore. Ces rencontres ont pour objectif de rapprocher la justice des justiciables et de faire que la justice, qui est un référent essentiel dans la période que nous traversons, devienne un peu plus familière aux Strasbourgeois. Voilà, je vais vous distribuer un programme sur lequel figure l'ensemble de ces rencontres et je vous invite à y participer en nombre. Ce sera une occasion intellectuelle de faire réflexion et de s'ouvrir à un monde qui, pour une partie d'entre nous, d'entre vous plutôt, est peut-être mal connu ou même inconnu. Nous recevons aujourd'hui donc Chantal Cutajar, qui est professeur à la faculté de droit de Strasbourg, et Monsieur Trévidic, qui est juge d'instruction. L'essentiel du débat va porter sur son activité et surtout sur le livre qu'il a écrit, Qui a peur du méchant petit juge, qui est aujourd'hui diffusé dans toutes les bonnes librairies. Merci. Merci beaucoup, Quentin. Donc, nous avons vraiment le très, très grand plaisir de rencontrer, d'animer cette toute première rencontre avec Marc Trévidic, que je vais vous présenter tout d'abord. Marc Trévidic, après des études de droit à la faculté de droit de l'université René Descartes de Paris, Marc Trévidic a réussi en 1988 le concours d'entrée à l'école de la magistrature. Et il a occupé tour à tour les fonctions de juge d'instruction, de substitut du procureur de la République, et il est, depuis le 12 juin 2006, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris, affecté, c'est les mots consacrés, à la galerie antiterroriste à compétence nationale. Président de 2009 à 2012, puis vice-président depuis 2012 de l'Association française des magistrats instructeurs, Marc Trévidic est l'auteur de plusieurs ouvrages. Les aventures de la tortue Adrienne en 1997, Au cœur de l'antiterrorisme en 2011, Terroristes, les 7 piliers de la déraison en 2013 et Le dernier né en 2014, Qui a peur du petit méchant juge chez Lattès. Alors, Le petit méchant juge est un livre passionnant, drôle mais inquiétant aussi, qui porte un regard sans complaisance sur le fonctionnement de la justice et décrit l'évolution de l'Ancien Régime à nos jours, de la mission de ce juge d'instruction devenu aujourd'hui le petit méchant juge. Marc Trévidic nous livre un véritable essai, mais il avertit dès le début le lecteur que cet essai est un essai d'une nature particulière, parce que certains personnages ne sont pas réels, d'autres en revanche sont aisément identifiables, mais je n'en dirai pas plus à ce stade. Je vais tout d'abord laisser Marc Trévidic nous présenter sa vision de ce personnage emblématique de la justice française. Dans un premier temps, évidemment, ses fonctions de juge antiterroriste appelleront également de votre part, j'imagine, un certain nombre de questionnements. Voilà, donc nous aurons l'occasion de traiter tour à tour, si vous le voulez bien, ces deux notions, ces deux missions. Peut-être on va commencer par celle de juge d'instruction. Oui, parce que pour être juge d'instruction antiterroriste, je n'en suis pas moins juge d'instruction. Je vous remercie d'abord de votre accueil,
à Strasbourg, qui est manifestement une ville très belle. Alors, je suis le moins strasbourgeois des juges qui viendront cette semaine, mais comme j'ai une compétence nationale, j'ai une compétence ici aussi. D'ailleurs, j'ai commencé en 2000 l'antiterrorisme, au parquet antiterroriste, j'étais côté procureur, et je me souviens de cette affaire de menace d'attentat sur le marché de Noël de Strasbourg. C'était un groupe qui était à Francfort. On avait beaucoup discuté avec les Allemands pour les convaincre d'arrêter les 4 personnes qui étaient venues, dont 2 avaient fait un film du marché de Noël autour de la cathédrale. Et ils préparaient vraiment un attentat au marché de Noël de Strasbourg. Pour vous dire à quel point il n'y a aucun endroit, aucune ville où on soit vraiment à l'abri d'une action terroriste. Aucun pays non plus, comme vous pouvez le constater, de Sanaa à Tunis, en passant par Paris. C'est vrai que la France a été plus touchée à Paris que dans d'autres endroits, parce que c'est la capitale, mais bon, il faut être très clair là-dessus. Ils peuvent nous surprendre. Ceci dit, je vais commencer par parler du juge d'instruction d'abord, parce que c'est une fonction qui me tient très à cœur. D'abord, j'ai défendu cette fonction-là à un moment où on voulait la supprimer, donc ça reste quelque chose d'important pour moi. Et parce que c'est au cœur de notre justice pénale, malgré tout. C'est aussi une philosophie de la justice pénale. Chaque pays a son histoire. Dans la mondialisation qu'on nous présente aujourd'hui, sur tous les secteurs culturels, économiques, on voudrait aussi qu'elle soit judiciaire. Donc on vous dit souvent, mais dans tel endroit de la planète, il y a tel système judiciaire, pourquoi on ne le transposerait pas directement dans notre pays? En fait, les pays se construisent avec leur histoire. Et s'il y a des juges d'instruction aujourd'hui, il y a de bonnes raisons à ça. Il y a une raison historique, et puis il y a une situation aujourd'hui en France qui fait que finalement, on ne peut pas s'en débarrasser si facilement. Historiquement, j'ai commencé à faire des recherches parce que je voulais écrire une histoire du juge d'instruction. Ça a tourné un peu sur une histoire des liens entre le juge d'instruction et le pouvoir, mais je voulais d'abord comprendre d'où je venais, quelque part. Et je me suis rendu compte que pendant toute la monarchie, toutes les enquêtes étaient confiées à un juge. C'était une volonté des monarques, des rois de France, de confier. Alors, il y a une fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 qui précise que toutes les enquêtes criminelles doivent être menées par des juges, car c'était une gage de qualité, tout simplement. À la Révolution française, on aurait pu imaginer qu'on veuille que les enquêtes soient dirigées par quelqu'un d'autre qu'un juge. Même pas. Quand on a posé les grands principes en 1789, on a continué à vouloir qu'un juge mène les enquêtes, un juge enquêteur donc, même si, évidemment, comme la justice était rendue au nom du peuple français et non plus au nom du roi, ce juge était élu. C'est ainsi que le juge de paix faisait les petites affaires et le directeur du jury d'accusation réunissait les preuves pour présenter devant des citoyens, un jury d'accusation comme ce qui existe aux États-Unis aujourd'hui, et c'est ce jury d'accusation qui décidait de poursuivre la personne ou pas. Mais ça restait des juges, il n'y avait pas de procureur. Et pourquoi il n'y avait pas de procureur? Parce que pendant toute cette période, le principe de base était qu'on ne peut pas à la fois être autorité de poursuite, celui qui décide de poursuivre, et enquêteur. Aujourd'hui, on vous dit souvent, on ne peut pas être juge et enquêteur. Enfin, ceux qui veulent la suppression du juge d'instruction estiment que c'est antinomique, qu'on ne serait pas impartial, parce que finalement, comme on dirige l'enquête, prendre des décisions sur notre propre enquête nous rendrait impartial et on n'arriverait pas à ce qu'on appelle instruire à charge et à décharge. La philosophie du droit, pendant tout l'Ancien Régime, à la Révolution, et même, vous allez le voir, je vais vous expliquer, sous Napoléon, et tout le XIXe siècle, a été le contraire. L'idée était on ne peut pas être procureur et enquêteur. Un procureur, c'est quelqu'un qui décide de poursuivre. Et lors de l'audience, il est parti au procès, il soutient l'accusation. Peut-on avoir fabriqué le produit et être impartial, alors qu'on va, avec ce produit, accuser? Est-ce qu'un procureur n'a pas plus tendance à instruire à charge qu'à décharge? La critique qu'on fait au juge d'instruction. Quand on veut supprimer le juge d'instruction, on dit qu'il instruit plus à charge qu'à décharge. Certainement qu'il y a une part de vérité là-dedans. Mais est-ce que le remplacer par un procureur qui est l'accusation n'est pas aller encore plus vers l'instruction à charge? Autrement dit, la question n'est pas la suppression du juge d'instruction, ça a toujours été par quoi le remplacer, le vrai problème. Et en France, en 2009,
quand on voulait supprimer le juge d'instruction, on voulait donner toutes les enquêtes au procureur, qui représente l'accusation. Donc la question ouverte d'emblée est, oui, mais en quoi ça va arranger notre problème d'avoir des enquêtes équilibrées à charge et à décharge si vous donnez à une partie au procès la charge de réunir les preuves. Alors, les tenants du système anglo-saxon pur vous rétorquaient que c'est pas grave. L'accusation accuse, réunit des preuves, mais il y a la défense de l'autre côté qui réunit des preuves en faveur de son client. Sauf que c'est l'équilibre des forces en présence qui pose problème. Un procureur hiérarchisé, avec une police judiciaire hiérarchisée, tous deux dépendants du pouvoir exécutif, ayant les moyens de réunir des preuves, de faire des enquêtes, ne sont-ils pas infiniment plus puissants qu'un avocat commis d'office avec les moyens de l'aide juridictionnelle qui, de son côté, va essayer de réunir des preuves à des charges? En fait, ça marche que pour les très grands cabinets d'avocats. Les clients peuvent payer. Et on a eu cet exemple avec DSK à New York. Aux États-Unis, dans ce système-là, les Américains, les collègues américains que je rencontre le reconnaissent tout à fait. L'innocence a un prix. Ça se paye. Et ça coûte très cher d'être innocent. Donc, le problème, c'est que quand on veut prendre un système d'ailleurs et vouloir le calquer sur un système européen, parce qu'aucun pays européen n'a un vrai système anglo-saxon, au sens américain du terme, accusatoire, avec séparation des investigations, côté la défense, côté accusation, il faut aussi avoir la capacité d'oublier certains principes qui ont fondé notre République, comme l'égalité devant la loi, essayer d'avoir un minimum d'égalité du justiciable devant les institutions judiciaires, qui est quand même quelque chose qu'on peut essayer de sauvegarder. Donc c'est cet aspect historique qui m'a intéressé. Et Napoléon lui-même, lors des discussions du Code d'instruction criminelle, a dû trancher ce problème. À l'époque, en 1808, il y avait, comme en 2009, beaucoup de partisans de la suppression du juge enquêteur pour tout confier au ministère public. Et Cambacérès a défendu la survie du juge enquêteur, appelé juge d'instruction. C'est là que le terme est venu au jour, en soulignant justement tous les dangers qu'il y aurait à ce que l'accusateur fabrique les enquêtes et la direction de l'enquête et de la recherche de la preuve en termes de risque d'instruction uniquement à charge. Voilà à peu près comment toutes les choses se sont faites. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du juge d'instruction? Il est resté au XIXe siècle totalement dépendant du pouvoir exécutif et même du procureur. On dit souvent juge d'instruction, alors les gens vous disent « Ah, un juge indépendant ». C'est une redondance, un juge nécessairement indépendant. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a plein de pays où les juges ne sont pas indépendants. J'ai des collègues juges d'instruction au Yémen, en Jordanie, en Égypte. Quand vous allez les voir, ils sont sous la dépendance du procureur de la République, hiérarchiquement. Ils sont notés par le procureur, et c'est le procureur qui décide quel dossier ils instruisent. Donc, vous pouvez parfaitement avoir un juge. L'acte de juger ne nécessite pas d'être indépendant. C'est le fait de trancher un contentieux. Donc, il y a des juges dépendants et des juges indépendants, ça dépend du statut qu'on leur donne. Ce n'est pas quelque chose qui est généralisé sur la planète sous prétexte que vous êtes juge. Et donc, le juge français, pendant tout le XIXe siècle, a été un juge dépendant du procureur, à double niveau, noté par lui, et surtout parce que le travail qu'on lui donnait, c'est le procureur qui lui donnait. Ce n'est qu'en 1958 que le juge d'instruction est devenu un juge du siège inamovible, avec le fait que c'est le président du tribunal qui le désigne dossier par dossier et non plus le procureur. C'est-à-dire que le président du tribunal, quand il y a une ouverture d'information par le procureur de la République, décide quel juge d'instruction va traiter le dossier, et non plus le procureur. Donc c'est en 1958 que le juge d'instruction devient vraiment indépendant statutairement. Mais la mentalité qu'il a eue sous la monarchie, c'était le lieutenant criminel, directeur du jury d'accusation sous la Révolution, juge d'instruction pendant tout le XIXe siècle. Sa mentalité de juge, j'allais dire servile, au service du pouvoir, au sens strict, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc de 1958 à grosso modo la fin des années 70, le juge d'instruction fait peu parler de lui. Il a une indépendance qu'il n'a pas encore découverte.
Il n'y a pas d'affaires financières, politico-financières. Il y a les moyens juridiques, mais il ne se passe rien. Parce que l'indépendance, c'est aussi dans la tête. Il faut une certaine maturation pour l'obtenir. C'est d'autant plus intéressant que dans plusieurs pays, c'est à peu près à la même période que ces pays qui ont suivi à peu près le même cursus vont voir apparaître des affaires politico-financières. C'est arrivé en avance en Italie, à peu près 10 ans d'avance, l'opération main propre, etc. Mais on voit à peu près le même cheminement. Et le point d'orgue, ça a été l'affaire de Bruy-en-Artois, grosso modo en France, fin des années 70, 78, quand un juge d'instruction met en examen un notaire. Alors maintenant, ça fait rigoler, parce que mettre en examen un notaire, qu'est-ce que ça peut nous faire, grosso modo? Bon. Et ben à l'époque, c'était un notable, déjà un notable inaccessible à la justice, normalement. Aujourd'hui, on peut mettre en examen un ministre, on peut condamner un ancien président de la République, bon, ça passe. Mais en 78, un notaire, ça passait pas. Et la question n'était même pas de savoir, il était peut-être innocent, d'ailleurs il a eu un non-lieu, peu importe, mais c'était le simple fait qu'un juge d'instruction mette en examen un notaire a fait tout un patata. Pour vous montrer l'évolution un tout petit peu. Voilà. Et puis, fin des années 80, là, le point d'orgue, c'est les affaires Urbain, donc financement Parti socialiste à l'époque, Thierry Jean-Pierre, tout ce qui s'est passé derrière ces instructions, son dessaisissement, la naissance de l'affrontement entre le politique et le judiciaire, qui, à partir des années 90, va devenir très, très poignant et qui n'a jamais vraiment disparu depuis. Et c'est à ce moment-là, à cette époque, dans les années 90, que dans plusieurs pays, d'ailleurs, pas qu'en France, il y a cette espèce de juge qui découvre qu'il est indépendant et qui peut essayer de temps en temps de faire une justice égale pour tous, c'est-à-dire de mettre en examen aussi un chef d'entreprise, un avocat, un politique, s'il y a des infractions. Alors, c'est vrai que dans les critiques qu'on fait au juge d'instruction, il y a aussi cette notion de le juge d'instruction veut se payer sur son tableau de chasse telle ou telle personnalité, etc. Donc ça, c'est la critique assez aisée, qui est sans doute parfois vraie. Je veux dire, quand on est chasseur, c'est peut-être mieux d'avoir un gros sanglier qu'un petit lapin qui sort du terrier. Qu'est-ce que vous voulez? Quand je vous dis le problème de l'instruction à la charge et à la décharge, c'est que on est des êtres humains et qu'il y a aussi des ressorts classiques dans chaque profession qui fait qu'il y a des travers, qu'il faut des contrôles et qu'il faut effectivement des recours et chambre de l'instruction, système judiciaire classique. Ça, on ne l'évitera jamais. Mais sur le fondement même de se dire que si, quel que soit le degré, la puissance qu'on a dans la société, on puisse être justiciable, c'est quand même pas une mauvaise idée dans une démocratie. C'est là où, au fin 80, apparaît la notion de petit juge. Les politiques, de manière assez récurrente, commencent à parler du petit juge. Le petit juge, c'est un côté un peu méprisant quand même. Ça veut dire, qu'est-ce qui vient nous embêter alors qu'il roule en Renault 5 ? C'est à peu près ça le niveau du truc. Oui, mais c'est à peu près le schéma, et c'est de là que vient l'idée de petit juge. Ce petit juge, ouais, c'est un côté un peu méprisant. Et dans pas mal de discours politiques, c'est récurrent, de journalistes qui reprenaient voilà, petit juge. C'est pour ça que j'ai pris l'appellation petit méchant juge. Évidemment, c'est grand méchant loup, mais comme on avait petit juge déjà, il fallait que je mette méchant au milieu. Parce que le petit juge, il devient méchant quand vraiment il commence à s'en prendre puissant. Et ces dernières années, le petit juge qui faisait rigoler, il commence aussi à devenir méchant. Donc c'est pour ça que je voulais prendre ce terme dans voilà, petit juge. Le PMJ, ça tombait bien aussi au niveau phonétique. Pour les intimes, le PMJ. Et donc ce petit juge qu'on regardait un peu avec condescendance a quand même pris sa place de plus en plus dans la société et est devenu une menace potentielle. Là encore, on l'accuse d'être politisé. Or, ce sont d'abord les politiques qui l'accusent d'être politisé. Et les politiques politisent toute action de la justice. C'est-à-dire, d'emblée, quoi qu'on fasse, c'est politique pour eux. Ils n'arrivent pas à raisonner autrement que politique. C'est-à-dire que si on s'en prend à eux, c'est politique. Si on ne s'en prend pas à eux, c'est politique. Pourquoi l'ennemi ne m'attaque pas maintenant, il a des réserves derrière? Ils voient tout sur le prisme politique. Donc ils n'imaginent même pas une seule seconde que la justice puisse ne pas avoir de vision politique nécessairement. Donc pour eux, c'est politisé. Mais le fait même qu'ils voient ça de façon politique, ils le mettent sur la place publique comme tel, effectivement, ça politise. On ne peut pas le nier.
ça devient politique, puisqu'ils le prennent comme ça, ils le définissent comme ça. Et c'est pourquoi que dans cette accusation, bon, évidemment, ça dépend des époques. Je parlais de Thierry Jean-Pierre. Thierry Jean-Pierre, comme il s'en prenait au Parti socialiste, c'était politisé. C'était les socialistes qui disaient qu'il était politisé, qu'il faisait jeu de la droite. Bon, il se trouve que quand c'est inversé, le débat vient de l'autre côté, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je connais des juges, et ô combien, et même très proches de moi, comme Renaud Van Ruynbeck, qui dans sa carrière avait eu le droit aux attaques des deux côtés, selon l'époque, puisqu'il avait repris l'affaire Urbain. À l'époque, il s'en prenait plein. Il y avait Emmanueli qui lui tapait dessus à bras raccourcis. Et puis, c'est sûr que sur le volet financier de l'affaire Karachi, ça a été plutôt un peu dans l'autre sens. Donc, de toute façon, ou Clearstream, etc. Donc, de toute façon, le petit méchant juge est vu dans le système français comme nécessairement politisé. En dehors de cette considération, le problème est politique. Le problème est qui doit diriger les enquêtes les plus complexes en France. Aucun système n'est idéal. Il y a des systèmes qui estiment que c'est le procureur. Il y a des systèmes de pur droit anglo-saxon qui séparent trois choses: le juge, l'organe de poursuite, le procureur, et la police. C'est-à-dire que les enquêtes sont faites par la police et le procureur ne dirige pas les enquêtes du tout. Vous allez au Canada, le procureur n'a aucun pouvoir dans les enquêtes. Les policiers lui amènent le travail, fini, et le procureur regarde en disant « je poursuis ou je ne poursuis pas ». Il y a assez d'éléments ou pas. Séparation, enquête, poursuite. Le juge donne des autorisations de perquisition, des différents écoutes téléphoniques, différentes autorisations. Donc on le sépare en trois. Il y a des systèmes où il n'y a pas de séparation du tout, c'est-à-dire le procureur dirige toutes les enquêtes, poursuit, et puis il y a juste une autorité de jugement à la fin. Et il y a le système français qui essaye de garder, pour les affaires les plus importantes, même si c'est que 5% des affaires, un juge d'instruction, parce que, étant juge, et non pas organe de poursuite, étant indépendant, il y a peut-être une chance qu'il instruise à charge et à décharge, ce qui est le souhait de tous. Donc c'est un vrai débat, c'est un vrai problème. Notre système est en danger en Europe. Hier, il y avait à Paris un congrès sur l'avenir du juge d'instruction en Europe, où il y avait des collègues de différents pays, y compris des collègues qui venaient de pays où le juge d'instruction a été supprimé, comme la Suisse et l'Italie, des pays où il y a encore juge d'instruction comme la Belgique ou l'Espagne. Chacun faisait part de ses expériences. Qu'est-ce qui a été amélioré? Qu'est-ce qui n'a pas été amélioré? On constate que chacun est assez dubitatif dans un système comme dans l'autre. On n'a pas vraiment de solution appropriée. La seule vérité en Europe, c'est que Autriche, en tout cas, Italie, Suisse, dans tous les pays où le juge d'instruction a été supprimé, dans ces trois pays-là, le parquet est devenu indépendant. C'est le seul constat qu'on peut faire. C'est-à-dire que ça s'est doublé, la suppression du juge d'instruction, d'une indépendance accordée au ministère public. En Suisse, par exemple, ils avaient un problème qui était que chaque canton avait un système différent. Des cantons avaient des juges d'instruction, d'autres cantons n'en avaient pas. Pour unifier, ils ont décidé de prendre le système avec procureur et plus juge d'instruction. Mais tous les procureurs généraux dans les cantons suisses maintenant sont désignés, élus par le Parlement du canton, donc pas par le pouvoir exécutif. Ce qui donne une légitimité de l'élu tout en le coupant d'un lien au quotidien avec le pouvoir exécutif. Donc vous pouvez inventer à peu près tous les systèmes que vous voulez. Simplement, vous voyez, c'est le produit de l'histoire. Et ce n'est pas parce qu'il y a la mondialisation pour tout, ce n'est pas parce qu'on exporte nos systèmes à droite, à gauche, qu'on doit vouloir calquer à un moment T de l'histoire de France un système venu d'ailleurs qui ne correspond pas aux mentalités. Voilà grosso modo la problématique du juge d'instruction en France. Après, on va pouvoir passer peut-être au stade, après vos questions, au stade de l'antiterrorisme. D'accord. Oui, alors vous avez dit énormément de choses. On va peut-être reprendre au fur et à mesure les questions qui se posent pour que le public essaye d'avoir les idées claires par rapport à un certain nombre de questionnements. Et tout d'abord, le procès du Carlton a donné lieu dans la presse à un questionnement qui est sans cesse renouvelé. Questionnement sur la suppression du juge d'instruction. Alors Pascale Robert-Diard s'interroge dans ses chroniques judiciaires qu'elle tient sur son blog dans
le monde.fr, je cite, Carlton, vers le procès des juges d'instruction. L'avocate Marie Burguburu intitule sa chronique, elle, Schizophrénie du juge d'instruction. Alors cette interrogation est également présente, très présente dans votre livre, puisque le petit méchant juge consulte régulièrement le docteur Bleuler, qui est le descendant d'Eugène Bleuler, psychiatre suisse, célèbre pour ses travaux sur la schizophrénie. Alors pouvez-vous expliquer simplement en quoi consiste cette schizophrénie alléguée du juge d'instruction, et si elle existe, parce que vous semblez dire qu'elle existe quand même un peu, quels seraient les remèdes que vous préconiseriez? Alors d'abord, c'est intéressant les critiques actuelles, puisqu'on ne parle pas de la même schizophrénie. La schizophrénie, la critique habituelle schizophrénie du juge d'instruction, c'est de dire qu'il est à la fois Maigret et Salomon, enquêteur et juge. Effectivement, c'est difficile d'être complètement impartial. À partir du moment où vous cherchez la vérité, vous avez envie de la trouver. Et comme vous dirigez l'enquête, vous avez tendance à vouloir trouver un coupable. C'est humain. Donc elle existe. Elle existe encore plus chez le procureur, c'est ça que je veux dire. J'ai dit le problème n'est pas la suppression du juge d'instruction, c'est par quoi on le remplace. Ça, c'est le premier constat. Et je ne parle pas de la police. Parce que vous imaginez bien que la police, si on prenait un système où c'est ni un juge d'instruction ni un procureur qui dirige la police a un penchant naturel à chercher des coupables et à les trouver. Même statistiquement, on leur demande. Bon, ça, c'est à peu près clair. Mon officier de protection qui est policier, peut-être c'est ce que ça peut être dans un commissariat quand on veut des résultats à tout prix et que le ministère de l'Intérieur demande des résultats en termes de délinquance. On essaye de les avoir. Là, on parle d'une autre schizophrénie. C'est le fait d'être à la fois procureur et juge. Parce que le juge d'instruction a cette particularité d'avoir des fonctions de procureur aussi. Je m'explique. Le procureur, c'est celui qui poursuit. Or, à la fin d'une instruction, c'est le juge d'instruction qui fait l'ordonnance de renvoi devant le tribunal ou l'ordonnance de non-lieu, ou l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises ou l'ordonnance de non-lieu. C'est le juge d'instruction qui décide s'il y a des éléments suffisants pour renvoyer la personne devant le tribunal se faire juger. Ce n'est pas le procureur. Or, c'est le procureur qui poursuit normalement. Vous voyez la problématique. Les Espagnols ont exactement la même problématique qu'aujourd'hui, donc je vais bien vous expliquer ce point-là. Qu'est-ce qui se passe quand un juge d'instruction a fini son travail si le procureur estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour renvoyer quelqu'un devant le tribunal? Le procureur rend des réquisitions de non-lieu. Et le juge va décider. S'il décide le renvoi quand même, il va y avoir une audience bizarre, parce que le procureur va requérir la relaxe à l'audience. Alors après, s'il y a des parties civiles, ça va, parce que les parties civiles vont venir dire, les victimes vont venir dire, oui, mais nous, mais s'il n'y a même pas de victime. Dans la plupart des affaires financières, ce n'est pas forcément évident qu'il y ait une victime précise identifiée. Ce qui fait un procès parfois curieux, où finalement, le juge d'instruction a renvoyé quelqu'un devant le tribunal, mais le procureur voulait le non-lieu, donc va requérir la relaxe, et finalement, il n'y a pas beaucoup de contradictoires qui s'installent. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire sur le Carlton? On est en train de dire « Oh, il n'y a pas assez d'éléments, de toute façon. » Alors, le tribunal n'a pas encore eu sa décision, mais ce n'est pas grave, on s'en passe, on est journaliste, on peut déjà écrire qu'ils vont faire la relaxe. Donc, oh, il n'a pas rendu leur décision, donc ça prouve que le juge d'instruction, c'est n'importe quoi. Il renvoie quelqu'un devant le tribunal, il n'y a même pas assez d'éléments. D'ailleurs, le procureur avait requis le non-lieu. Vous voyez, c'est là où le juge d'instruction se transforme en procureur. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. Pourquoi on n'a pas le choix? Parce que... Il y a plein d'affaires, je vais vous citer la plus célèbre, où des gens ont été condamnés, bien que le ministère public ne poursuivait pas. Jacques Chirac, le procureur de la République, avait requis le non-lieu, il a requis la relaxe à l'audience. Le tribunal a trouvé, il n'y avait pas de contradictoire à l'audience, mais le tribunal a trouvé qu'il y avait des éléments suffisants, il a condamné. Il a donné raison au juge d'instruction qui avait estimé, malgré qu'il n'y ait pas d'accusation, côté procureur, qu'il y avait une infraction pénale de commise. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça. Si, à la fin d'une instruction, on décide que la personne ne peut être renvoyée que si le procureur est d'accord, qu'est-ce qui se passe dans un système où le procureur est hiérarchisé? Tout le travail que vous avez fait à l'instruction, il peut s'arrêter net, puisque si, pour des raisons d'opportunité, le procureur dit « bon, il n'y a pas assez d'éléments », il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de jugement, personne n'est condamné, ou au moins, je parle de condamné, au moins qu'il y ait un débat public à l'audience, parce que le but du jeu, il est qu'il y ait un débat public. L'instruction est censée être secrète, même si tout est dans les journaux, mais que ça soit public à l'audience, que les journalistes puissent se rendre compte des charges ou pas, et si la personne est relaxée, elle est relaxée.
Voilà, c'est ça l'enjeu. Et il se passe la même chose en Espagne, actuellement, où les juges ont le même problème, parce que leur Cour suprême vient de dire que s'il n'y a ni partie civile ni procureur qui réclame le renvoi à l'audience, le juge d'instruction espagnol ne pourra plus renvoyer à l'audience. Et comme il y a quelqu'un d'une famille royale espagnole qui est... Oui, mais vous allez voir. Comme il y a cette jurisprudence, le juge d'instruction espagnol est dans une grosse difficulté. Les parties civiles se sont entendues avec l'État espagnol, ont été indemnisés, donc ont retiré leurs billes. Donc il n'y a plus de partie civile. Le procureur requiert le non-lieu. Point. La jurisprudence là-bas, c'est de dire, juge d'instruction espagnol, on ne peut pas renvoyer s'il n'y a plus de victimes ou de procureurs qui demandent le renvoi. Résultat, il n'y aura pas d'audience. Le juge espagnol a dit que non, il l'a renvoyé. On va voir ce que va dire la chambre criminelle, en disant c'est la société qui est victime pour la corruption. Ce n'est pas le ministère du budget, ou le fisc, etc. On verra ce qui se passera. Donc, il y a des parties civiles, c'est le peuple, grosso modo, des victimes potentielles qui peuvent se constituer. Mais vous voyez à peu près, ce sont des vrais problèmes. Alors, on va peut-être reprocher à un juge d'instruction d'avoir envoyé à l'audience et qu'il y ait relax finalement, mais quoi ? On dira, le juge d'instruction, il n'y avait pas assez d'éléments, le tribunal a reconnu qu'il n'y avait pas assez d'éléments, publiquement on a vu, la justice a été rendue, la personne est relaxée. Je ne sais pas, je veux dire, parfois elle sera condamnée comme l'affaire dont j'évoquais tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment un procès à faire d'estimer qu'un juge prend sa décision à la fin de son travail, estime qu'il y a des charges ou pas suffisantes pour aller devant le tribunal ? Moi, je ne vois pas que ça soit une critique fondamentale à partir du moment où après la justice est rendue publiquement, en audience publique, au nom du peuple français. Ça ne me choque pas particulièrement, d'autant qu'il n'y a rien qui j'ai pas envie de me rouler par terre en disant quelle erreur judiciaire que DSK soit jugé pour le Carlton. Franchement, bon, il y a juridiquement des éléments ou pas, mais enfin, c'est pas dramatique non plus que cette affaire passe à l'audience. Dernier exemple par rapport à ça, très important, système anglo-saxon, américain. Aux États-Unis, personne ne peut être poursuivi si le procureur ne poursuit pas. Il n'y a pas de partie civile au procès américain. Ce qui veut dire que le procureur doit avoir certes l'autorisation de poursuivre par un grand jury. Prenez l'affaire DSK, justement, à New York. Bon, on prend toujours le même, mais bon, voilà, je peux rien. Le procureur a eu l'autorisation par le jury d'accusation de poursuivre. Il ne l'a finalement pas fait. Il a été arrêté en détention provisoire. Il ne l'a finalement pas fait parce qu'il y a eu des revirements, la victime était plus fiable, il s'est dit un procès, ça ne va pas marcher, je ne vais pas avoir... Bon. Finalement, il n'a pas poursuivi. Il faut savoir qu'aux États-Unis, si vous êtes victime et que le procureur décide de ne pas poursuivre, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez aller qu'au procès civil. Donc ils ont créé, eux, à la place du procès pénal, un procès civil public qui vous permet de faire condamner la personne comme O.J. Simpson, ou alors vous retrouvez des gens qui sont pas poursuivis au pénal ou acquittés au pénal et qui sont condamnés au civil par un jury civil. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, nous, on a un système où l'inaction du procureur est compensée par le droit qu'a chaque citoyen que le jugement ait lieu quand même. Quand le parquet classe sans suite une affaire, un citoyen peut se constituer devant le juge d'instruction, mettre en mouvement l'action publique, ce qui permet qu'il y ait une enquête. Ça aussi, c'est une particularité de notre système. Il y a des pays où vous n'avez pas d'enquête. Si le procureur ne veut pas faire d'enquête, il n'y a pas d'enquête. En France, j'ai instruit des dossiers où le parquet avait classé sans suite. Alors, le Rwanda, les moines de Tibérine. Alors, je ne parle pas de vol d'autoradio, là. Vous avez un dossier où 7 Français sont enlevés, tués, classés sans suite par le parquet. Pas de poursuite. Heureusement que des parties civiles viennent, saisissent un juge d'instruction et qu'il peut y avoir une enquête, une instruction. C'est quand même pas anodin. Si vous voulez. Donc ce n'est pas réservé, ces cas-là, c'est de l'opportunité, c'est de la politique parfois. Ce n'est pas réservé au vol d'autoradio, l'opportunité des poursuites. On voit dans des affaires très, très lourdes que le parquet peut classer sans suite. Des choses qui nous paraîtraient... Aujourd'hui, ça serait un scandale, parce que le moindre mort français de terrorisme, je veux dire, quelle que soit la cause, personne ne se permettrait. Mais il y a quelques années en arrière, ça passait comme une lettre à la poste. Oui, alors peut-être... Pour autant, alors vous n'utilisez jamais le terme d'oligarchie, mais tout de même dans votre ouvrage, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire un passage où vraiment on a quand même le sentiment qu'on est bien là-dedans. Donc nous vivons une démocratie du double langage. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Les lois se veulent... Les lois se veulent
exemplaire et égal pour tous. Ceux qui le font, il faudrait que vous le lisiez. Oui. Je suis désolée, je n'ai pas pris les lunettes. Voilà, fallait le dire. Ah là là. Juste là. Très bien. C'est un beau passage, c'est un magnifique passage. Alors, parce que nous vivons une démocratie du double langage, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Les lois se veulent exemplaires et égales pour tous. Ceux qui les font les veulent inflexibles pour eux-mêmes, duralex, sed lex, pour montrer leur probité future. L'important est dans l'effet d'annonce. Il s'agit de dire aux petits cochons, c'est nous, hein, je suis contre le financement illicite des partis politiques, les emplois fictifs, la corruption, le favoritisme dans les marchés publics, la fraude électorale, l'évasion fiscale. La preuve, j'ai voté des lois qui répriment tous ces comportements, si dangereux pour la démocratie et l'ordre social. Mais la rigueur de la loi n'est qu'un discours électoral. Elle est un alibi, un pauvre gage d'honnêteté. Sauf que les petits cochons supportent de moins en moins de se voir imposer des lois par des gens qui ne les respectent pas eux-mêmes. L'exemplarité doit venir du sommet. Si le boulanger ne veut pas manger de son propre pain, comment pourrait-il le faire avaler aux petits cochons ? Je crois vraiment que ce passage est assez édifiant. Que peut-être vous pouvez nous parler du secret défense par rapport à ça. Oui, alors, je me suis amusé dans le livre. Alors, je ne voudrais pas déflorer. J'ai une scène un peu surréaliste de ce que j'ai à nuit, la nuit des longs tampons. Parce que pour classifier, on tamponne tout. Donc, il y a une affaire dans le château où, frénétiquement, avant l'arrivée du juge, du petit méchant juge, on classifie tout ce qui bouge, y compris les rouleaux de papier toilette. Ils n'ont pas fait gaffe, mais c'est un peu accidentel. Et non, mais le secret défense. Bon, j'ai la chance dans ma profession d'avoir vu pas mal de systèmes, d'avoir tourné pas mal en Europe, en Occident de manière générale et pas que là. J'ai vu les systèmes de secret défense dans différents pays. Le nôtre est archaïque totalement. Pour simplifier, la loi permet, pour défendre les intérêts fondamentaux de la nation, de classifier un document. Confidentiel défense, secret défense, très secret défense. C'est un tampon rouge qu'on met, boum, et après, ce document n'est plus accessible au commun des mortels. Le problème, c'est que la loi définit bien dans quel cas ça peut être fait. Intérêts fondamentaux de la nation, avec des précisions dans le texte. Donc, certaines autorités peuvent classifier les documents, les ministres concernés notamment, et puis il y a des gens qui ont des délégations de signature pour le faire. Et donc, ils mettent ce tampon et c'est plus accessible à la justice, sauf procédure de déclassification, qui consiste à demander au ministre qui a classifié le document de le déclassifier. Une commission donne un avis, simplement un avis, hein, c'est pas, elle ne se prononce pas, ce qui fait que vous demandez à quelqu'un qui a fait quelque chose de le défaire. S'il l'a fait pour que le document soit secret, pour forcément enclin de le rendre non secret, à moins d'attendre une échéance électorale, un changement de ministre, quoi. Bon. Si jamais quelqu'un a classifié à tort un document, par exemple pour cacher une turpitude, je vois le mal partout, c'est dingue, mais par exemple des rétrocommissions, on prend un exemple comme ça. Donc vous mettez un coup de tampon, vous allez demander à cette personne-là de détamponner son truc et de montrer qu'il a tamponné à tort pour cacher une infraction pénale. C'est pas sérieux comme système. Alors, il y a des choses qui doivent être secrètes. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, beaucoup de pays ont créé ce qu'on appelle une juridiction du secret. C'est-à-dire qu'en fait, on part d'un principe de base très simple. Le juge d'instruction, il est enquêteur aussi, il veut la vérité, il veut que la justice prédomine. Donc, il ne faut pas que ça soit lui qui puisse décider, parce que lui, il est parti pris finalement. S'il y a des intérêts de la nation qui s'opposent, des intérêts diplomatiques qui s'opposent à la recherche de la vérité, lui, il va vouloir faire privilégier la recherche de la vérité, mais il peut y avoir d'autres sortes d'intérêts dans un État. Le ministre, lui, il va privilégier l'intérêt et la raison pour laquelle il a classifié le document. Donc il faut mettre quelque chose au-dessus, une juridiction du secret, qui soit ni le juge demandeur, ni le ministre, et qui décide quel intérêt on fait prédominer, et qui peut vérifier surtout si le document a été classifié à tort ou à raison, respectant la loi ou pas. Parce que là, le système français interdit, si le ministre ne veut pas les classifier, il n'y a aucun contrôle possible. Dans l'affaire des frégates de Taïwan, il y a eu 10 demandes de déclassification rejetées systématiquement. Et personne ne saura jamais si les gens qui avaient classifié ça se sont moqués de nous ou pas. La seule chose, c'est qu'on a été condamnés par Taïwan et que vous, contribuables, vous avez payé 700 millions d'euros à peu près à cet État sur l'histoire des frégates de Taïwan.
c'est tout. Mais par contre, ceux qui avaient empoché l'argent, on n'aurait jamais su qui c'était et on n'a jamais déclassifié les documents. Donc il y a des choses qui sont pas acceptables, tout simplement. Parce qu'une démocratie, c'est avoir la possibilité de contrôler que la loi est appliquée aussi. Il y a le Parlement qui vote la loi, l'exécutif qui est censé l'appliquer, et le juge qui vérifie qu'elle est bien appliquée. Si vous n'avez pas de contrôle, rien. Moi, c'est le vrai problème. Vous savez, quand on vous parle de circulation routière, beaucoup, on sait très bien que ce qui fait qu'il y a moins de morts sur les routes, ça reste la peur du gendarme. Oui, c'est la peur du gendarme avant tout. Les gens ne sont pas naturellement tous soucieux d'autrui, de respecter la loi et patata. Il y a pas mal de gens, c'est parce qu'ils ont peur d'être pris qu'ils respectent la loi. C'est la vérité, c'est comme ça, c'est l'être humain. Et bien le politique, c'est pareil. Il va moins puiser dans la caisse s'il a peur d'être pris, s'il y a une chance qu'il soit pris. Si vous créez un système d'impunité, s'il n'y a aucun contrôle possible, pourquoi voulez-vous qu'ils se gênent? Il y en a certains qui ne le feront pas, ce n'est pas une question de tous pourris, parce que leur morale interne fera qu'ils ne le feront pas. Mais les autres, vous ne pouvez pas avoir un système fiable. Il faut la peur du gendarme pour toute infraction pénale dans une société. Vous ne pouvez pas avoir la peur du gendarme juste pour telle catégorie de délinquants et que la délinquance en col blanc n'ait aucune raison d'avoir peur du gendarme. Ça me paraît une évidence. Et on va passer sur le volet du juge terroriste. Un train de mesures a été annoncé par le Premier ministre. Peut-être vous pouvez nous les rappeler et puis nous donner votre sentiment sur ce train de mesures. Ouais. Et sachant qu'on a une loi qui vient tout juste aussi d'être adoptée. Voilà, où est-ce qu'on en est dans la lutte antiterrorisme? Bon. Là, la dernière loi, c'est une loi sur le renseignement. Ce n'est pas une loi sur la lutte antiterroriste, pour que les choses soient claires. Si vous lisez vos journaux, vous écoutez la radio, c'est présenté comme la réponse au 7 janvier. En fait, ce n'est pas ça. On a fait une nouvelle loi antiterroriste en novembre, avec 2014, avec de nouvelles infractions, comme l'entreprise individuelle terroriste. On a créé des systèmes administratifs qui permettent d'interdire aux personnes de quitter le territoire pour aller sur ces zones-là. Certaines choses, donc, qui sont plus en expérimentation pour l'instant, et on ne sait pas encore ce que ça va donner. La loi sur renseignement qui vient d'être présentée est un projet de loi qui était déjà dans les tubes, qui était d'ailleurs contesté par pas mal de monde, et qui, à la faveur des attentats, va être boosté. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas du tout propre au terrorisme. Tout le secteur du renseignement est concerné, y compris les intérêts économiques de la nation. Grosso modo, la DGSI, c'est d'elle dont il s'agit, voulait avoir une loi qui lui permette légalement de sonoriser des appartements, des voitures, d'injecter des espions informatiques, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est illégal en renseignement. C'est juste un juge d'instruction qui peut ordonner les sonorisations. Or, ça bloquait évidemment, parce que c'est des moyens très très importants. On se méfie quand même des services de renseignement, l'usage qu'ils peuvent faire de tels moyens, sans contrôle judiciaire. Et comme cette loi s'applique aussi au terrorisme, donc on la sort du panier, on dit voilà, c'est la réponse au 7 janvier. C'est ça le terrorisme dans la loi, et tout le reste, c'est vraiment tout le secteur de l'intelligence, y compris économique. Ils veulent faire ce que les Américains font, c'est-à-dire de l'espionnage industriel, des choses comme ça. Voilà. Alors, après, on peut discuter de ce qu'on veut. Est-ce que c'est normal que la France se dote de moyens juridiques de faire du renseignement tout azimut, comme plein d'autres pays le font, qu'ils puissent légalement espionner les autres comme les autres nous espionnent? Ça, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je dis simplement, c'est pas une loi sur le terrorisme. c'est pas du tout propre à la lutte antiterroriste. Voilà, c'est tout. Je me méfie même d'ailleurs de donner trop de pouvoir au renseignement en matière terroriste, parce que on a un problème aujourd'hui de passage du renseignement au judiciaire. Je m'explique. Traditionnellement, un service de renseignement, il travaille pour l'État français, pour le ministère qui l'emploie, pour donner des informations. Et après, l'État décide de ce qu'il fait de ces informations. C'est ça le renseignement. Le problème en lutte antiterroriste, sur le territoire français en tout cas, lutte intérieure, c'est que le renseignement intérieur, il est là pour quoi? Pour faire le filtre et pour avertir la justice des gens qui manifestement préparent quelque chose, afin que nous, on puisse les arrêter, les empêcher de nuire.
Donc le renseignement intérieur en matière de terrorisme, il doit être tourné vers la justice. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? On discute de quoi après l'affaire Mera, après l'affaire Kouachi? À chaque fois, qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais pourquoi c'est resté au stade du renseignement, il n'y a pas eu d'enquête ouverte? C'est bien ça qu'on dit à chaque fois, si hein? Donc le problème est peut-être que plus facilement on aille vers le judiciaire, qu'on ouvre plus facilement au judiciaire, que nous, magistrats, on puisse... parce que c'est ça, on est les seuls à pouvoir arrêter les gens. Ce n'est pas un service de renseignement. Eux, ils récoltent des informations, ils n'arrêtent personne sur le territoire national. À l'étranger, c'est différent. Ça sert aussi à exécuter des gens, les opérations homo, homicides, les drones, les services de renseignement à l'étranger. On recueille du renseignement pour faire d'autres choses. Éliminer l'ennemi, on sait où il est, on le bombarde. Voilà. Mais sur le territoire français, on applique la loi. Et la loi, elle consiste, quand il y a un terroriste qui prépare quelque chose, à essayer d'avoir assez d'éléments pour que la justice les arrête. Si c'est avoir du renseignement pour du renseignement, je veux bien. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vois un peu un risque qu'on judiciarise encore moins les enquêtes. C'est-à-dire que avant, s'il y a un individu qui paraît dangereux, si on avait besoin de sonoriser son appartement, sa voiture, et pourquoi on aurait besoin? Tout simplement parce que les gens ne parlent plus au téléphone, hein, donc il faut des moyens un peu plus sophistiqués. Eh ben, on montait un dossier judiciaire, le DGSI venait voir le procureur, il ouvrait une information judiciaire, et c'est nous on était les seuls à pouvoir ordonner légalement une sonorisation. Bon. Je ne dis pas qu'il ne faisait pas illégalement pour avoir des infos par ailleurs, mais je parle du système légal. Là, on va leur permettre de faire ça en renseignement. Et donc, on risque d'avoir, dans certains cas, un retard dans la judiciarisation. Ils auront encore moins besoin de venir devant le juge. Ça c'est pas forcément très efficace en termes d'éviter des attentats. Si j'en juge par tout ce qu'ils savaient sur Mera, qui a fait qu'ils ne sont même pas allés voir le procureur pour l'ouverture d'une enquête, ou sur les frères Kouachi, et même résultat. Donc je suis très perplexe, parce que vous savez, le problème, c'est pas de donner des pouvoirs à tout le monde, c'est de donner des pouvoirs à bon escient et savoir pourquoi on les donne et à quoi ça sert. Les services de renseignement ont leur logique interne, et il faut faire attention. Ils ont une logique de recueil du renseignement, mais on ne recueille pas du renseignement juste pour avoir une armoire pleine de documents classifiés. Il faut qu'il y ait un passage de ce renseignement au judiciaire. Il faut que nous, on ait les infos valables judiciairement pour aller arrêter les gens. C'est la seule façon qu'ils ne tirent pas la Kalachnikov, c'est quand même qu'on les arrête. Voilà, c'est pour ça, il faut faire gaffe, quoi. Il ne faut pas tout mélanger. Puis cette loi, elle concerne en partie le terrorisme, mais après tout le reste, tout le champ d'action, parce que tout service de renseignement rêve d'être la NSA. On a beaucoup critiqué la NSA, les grandes oreilles, mais il n'y a pas un service qui ne rêve pas d'avoir les moyens de la NSA, y compris la DGSI française. Donc Et là, il y a quand même un côté opportuniste sur le fait d'avoir des lois, des pouvoirs assez exorbitants en tous les domaines, sous prétexte de lutte antiterroriste. Alors vous dites, il y a un côté opportuniste, mais il y a aussi un côté où le citoyen ne peut qu'être interpellé. C'est-à-dire qu'avec ce train de mesures, on n'aurait pas empêché les attentats de Charlie Hebdo. On n'aurait pas empêché Mera, alors même que, vous l'avez bien dit, ce qui apparaît à chaque fois, c'est que il était identifié par les services de renseignement, on savait très bien mais on n'a pas réussi à l'arrêter avant. Alors, pourquoi ne le fait-on pas? Pourquoi se trompe-t-on? Quel est l'intérêt? Alors même que vous soulignez le danger pour l'état de droit, encore une fois. Hein, dans quel état voulons-nous vivre? Un état de droit, c'est un état dans lequel c'est le juge, en respectant la loi, qui arrête, qui a des mesures de contrainte contre les gens. D'abord, plus on donne de moyens techniques, plus on change la façon de surveiller les gens. La vérité, c'est que quand il n'existait pas tous ces moyens, les balises sous les voitures, les micros un peu partout, on mettait des gens sur le terrain qui filochaient. Moi, j'ai commencé comme ça. Et les policiers surveillaient. Alors parfois, le gars en face se rendait compte qu'il était surveillé, mais enfin, il était bien embêté quand même. Et puis surtout, ils connaissent nos moyens techniques. On voit certaines personnes qui démontent le tableau de bord de la voiture, qui prennent des voitures de location parce qu'ils savent qu'ils peuvent être sonorisés, qui regardent, qui inspectent pour voir s'il n'y a pas une balise. Enfin, j'ai quand même eu une affaire de braqueur pour financer un groupe terreau. Hein.
Le gars, il enlevait sa balise tous les jours dessous de la voiture, il la laissait dans le garage. Il prenait sa voiture, le matin, il la remettait, et puis ça donnait des PV, il n'a pas bougé de chez lui. Bah, tiens, il n'a pas bougé de chez lui. Ils ont fait deux vols à main armée comme ça, pendant l'instruction, sans bouger de chez lui. Avant, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des policiers qui surveillaient, quand il partait, ils suivaient. Et les surveillances physiques, c'est ce qui aurait permis de voir que Mera avait un rendez-vous pour acheter des armes, ou Kouachi. C'est pas parce que le téléphone, ils savent très bien. Alors, bien sûr, les abrutis, ils savent pas et on les arrête. Ok, mais je parle des gens intelligents et un minimum précautionneux. Ceux-là, ils connaissent parfaitement nos moyens techniques. Ils se méfient comme la peste de tout ça. Et donc, c'est le syndrome Ben Laden. On ne sert plus de téléphone, d'Internet ni rien. On sert de personnes qui viennent apporter un pli ou à la limite de pigeons voyageurs. Mais en tout cas, ce qu'il aurait fallu pour arrêter Mera, c'est d'avoir une filoche traditionnelle et de voir qu'il allait acheter des armes. Ça suffisait légalement. On le chopait avec des armes, c'était bon. Non, je veux dire, ça, donc plus on a de moyens techniques, plus on devient à l'américaine, un système qui engrange beaucoup des métadonnées globales. Il faut les traiter, ces informations. Et le problème, c'est cibler précisément. Car, de toute façon, quel que ce soit le cas de figure, en renseignement, vous n'allez pas pouvoir suivre quelqu'un trop longtemps. Au bout de 1 an et demi, 2 ans où il ne se passe rien, vous passez à quelqu'un d'autre. Il y a trop de gens à surveiller. Donc, le gars, ça dépend s'il est patient ou pas. Dans mon deuxième bouquin, je parle beaucoup de la taqiyya, l'art de la dissimulation dans l'islam, parce que je l'ai comme technique de guerre, je me comprends. À partir de... quand je suis arrivé en 2000 à l'antiterrorisme, j'étais au parquet et j'ai commencé à terminer les dossiers qui étaient ouverts en 94, 95, etc. Date à laquelle nos premiers Français partaient s'entraîner dans les camps Al-Qaïda en Afghanistan. Et à l'époque, il restait 1 an et demi, 2 ans dans les camps. Il y avait des cours de taqiyya. Les cours de taqiyya, la taqiyya est l'art de la dissimulation dans la guerre. Ça a été créé, ça a été d'abord une technique des chiites contre les sunnites, c'est-à-dire les chiites, grosso modo, se faisaient passer pour sunnites parce qu'ils risquaient leur peau. Et après, ça s'est étendu. Et Al-Qaïda a utilisé ces arts de taqiyya comme moyen de mettre des cellules dormantes en Occident. Grosso modo, c'était de dire, OK, l'islam t'interdit de sortir avec des filles, de boire, de faire ceci, cela, tu dois faire ceci, cela. Eh bien, tu as le droit de faire l'inverse. Ah, ben, on a le droit de faire l'inverse. Oui, tu vas pouvoir aller boire un coup, tu vas pouvoir sortir avec des filles, parce que le but ultime dans 2-3 ans, c'est de faire ton attentat. Et l'islam te le permet. Et puis, alors, on prenait un imam qui passe par là, Salim, tout ça, qui va lui dire, oui, l'islam le permet, puisque le but du jeu, c'est le but qu'on doit atteindre. Donc, ce n'est pas vraiment des péchés que tu commets. Puis, de toute façon, comme tu tireras au paradis parce que tu es un moudjahid, etc. Bon. Donc, la taqiyya, et c'était des vrais cours. Et on a eu la chance à cette époque-là de voir leurs cours, quoi. Alors, ce n'était pas informatique, même à l'époque, donc leurs cours de taqiyya. Et taqiyya, c'est Mera, c'est exactement la même chose. Enfin, j'en suis sûr. Il est au Waziristan. Mon vieux, surtout, tu changes rien à ta vie. Tu mets des baskets, jeans, tu parles verlan, rebeu classique. Tu te confondras dans la masse, il n'y a pas de problème. Donc, il faut imaginer la difficulté des gens intelligents et qui attendent leur heure. Il ne faut pas oublier que ceux qui ont fait le World Trade Center, ils ont été sacrément patients. Quand les cellules de Hambourg avant de partir aux États-Unis, puis même aux États-Unis, tout ça a duré 3 ans de préparation. Il faut être capable de se confondre dans la masse. Donc, c'est face à des phénomènes comme ça, un service de renseignement, très franchement, il risque de passer bien à travers. Parce que si le gars est capable de donner l'échange déjà, même physiquement, dans sa façon de vivre, vous imaginez même qu'il ne va pas s'amuser au téléphone ou sur Internet à délirer. Ce n'est pas le gars qui va aller sur les sites islamo. Voilà, ça serait complètement stupide. C'est pour ça qu'il y en a qui sont difficilement détectables. Alors après, il y a un autre problème, c'est ceux qui de toute façon n'ont aucun projet, mais ce sont les électrons libres et qu'ils sont des fous furieux et puis ils peuvent passer à l'action, prendre un couteau. Mais ça, on ne fera jamais rien contre ça, il ne faut pas rêver. Quand on nous dit celui qui avait agressé un militaire à la défense au RER, le gars il achète un couteau, il y va, pouf, il plante, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il y a des choses on ne peut pas. Mais sur les actions structurées, préparées, etc., il ne faut jamais oublier que plus on va être extérieur et moins il y aura de surveillance physique, moins on aura d'informations fiables.
on aura affaire à une grosse masse d'éléments à traiter. Ça sera à la surface des choses. Je ne crois pas à toute surveillance électronique. Pour l'attentat de Boston aux États-Unis, ça n'a rien changé, les grandes oreilles de la NSA. Bien, alors je crois qu'on va vous donner la parole. Qui souhaite poser la première question? Oui, mademoiselle. Vous vous présentez peut-être? Dites d'où vous venez. Le djihad. Et donc, la question se posait en fait de l'utilité de cette fermeture par rapport au darknet qui existe déjà. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose? Puisque finalement, vous restez 50 ans. Oui, alors c'est vrai qu'on sait que les facultés de... alors, la fermeture des sites, telle qu'elle est prévue par la loi de novembre de 2014, et le fait qu'il y ait déjà le darknet, enfin disons des informations qui circulent sur une phase d'Internet qui n'est pas accessible à tout le monde malgré tout. Enfin, il faut être un tout petit peu connaisseur là-dessus. Ou même on pourrait ajouter le fait que très rapidement un site fermé peut se recréer puisqu'ils sont hébergés à différents endroits, les serveurs sont en Malaisie, bon, etc. Tout à fait d'accord. Mais on a affaire à deux catégories de personnes. Il y a la catégorie de la personne qui va vraiment chercher l'information djihadiste. Il la trouvera toujours s'il en a besoin. C'est sûr. Avec Internet, on pourra toujours aller la chercher. Mais il y a le petit jeune qui ne la cherche pas particulièrement, et qui va à la facilité. Mais bon, si un lien l'amène sur un site islamique, s'il tape comme mot-clé, là, juste simplement sur Google, djihad, aujourd'hui, il y a des liens qui le balancent directement à Ansarallah, qui a des sites islamistes qui font vraiment la propagande du terrorisme, avec une facilité, ça dure 3 secondes. Ça, on peut peut-être l'éviter. C'est-à-dire, en fait, il s'agit d'empêcher le jeune curieux de 15-16 ans, 17 ans, qui n'a pas trop d'idées, qui n'est pas versé là-dedans, à aller trop facilement vers ce produit. Je comparais ça à la première consommation d'héroïne ou de cocaïne, quoi. Hein, on n'est pas héroïnomane ou cocaïnomane la première fois qu'on en prend. Ça, c'est sûr. Hein, une fois qu'on l'a pris, ça peut venir, quoi. Ça vaut ce que ça vaut comme comparaison. C'est d'une efficacité limitée. On ne peut pas laisser des sites qui ont pignon sur rue, que tout le monde va voir, qui passent des atrocités, qui ont des discours très violents, open, quoi. Même si les fermer n'est pas d'une efficacité absolue, ça me paraît sain de dire, voilà, en tout cas, on ne peut pas laisser vivre ce genre de choses. C'est limité comme efficacité, ça j'en suis bien convaincu, mais voilà. Quand c'était des revues papier, je vais raconter une histoire. La revue Al-Ansar du GIA, en 1995, était interdite en France. C'était une revue papier. Al-Ansar, c'était Rachid Ramna, c'était Abou Qatada, ce sont des gens qui ont fait les attentats de 1995. Hein. Saint-Michel, Orsay, Maison-Blanche. Hein. À l'époque, tous les leaders du GIA étaient à Londres, ce qu'on appelait le Londonistan. Londres, à l'époque, n'avait pas de loi qui réprime les excès dans l'opinion. Hein. Donc on faisait ce qu'on voulait là-bas. Donc la revue Al-Ansar était parfaitement autorisée à Londres, publiée à Londres, autorisée. En France, elle était interdite par arrêté, revue papier. Et puis, donc, il y avait à la sortie des mosquées, sous le manteau, qui passait la revue papier. Est-ce qu'il fallait quand même pas l'interdire? Voilà, c'est le seul truc. On peut regretter que ce n'était pas interdit à Londres, tout près. Donc, Internet, c'est aussi ça. C'est-à-dire que les sites sont hébergés quelque part. Et ce qu'il faut arriver surtout, c'est que ça soit interdit aussi, qu'il y ait des actions en Malaisie, en Indonésie, chez les hébergeurs de ces sites-là. C'est sûr que ça reste très limité si c'est simplement franco-français. Pour vous donner un exemple de la revue Al-Ansar, je me souviens d'un numéro qui titrait Égorgeons les fils de De Gaulle. Voilà comment ça s'appelait. Où on voyait la tour Eiffel qui explose derrière. C'était vachement sympa. Et puis les Anglais, il n'y a pas de problème. Voilà, mais voilà, mais c'était quand même très très virulent. Donc ça ressemble un peu à ça, sauf qu'Internet complique les choses et que l'action contre les sites djihadistes ne peut être que mondiale. Et puis attendez, il y a tellement de prédicateurs d'islamistes radicaux qui sont hébergés dans des lieux qui sont des alliés de la France. Alors le Qatar, c'est évident, puisqu'il y en a 2 très célèbres qui sont là-bas.
l'Arabie Saoudite aussi. On peut quand même se poser des questions sur est-ce que ça a un sens, effectivement. Oui, madame. Je me présenterai, je suis strasbourgeoise, mais vous venez justement de citer en passant la Tour Eiffel et j'allais vous demander que pensez-vous de ces drones? Il y en aurait eu quelque chose comme 60 qui ont survolé Paris et on aurait jusqu'à présent, d'après les infos, que découvert l'origine d'un seul de ces drones. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire avec un drone? Dites-moi. Attention. Il y a des drones d'observation et des drones munis de charges explosives. Mais les drones munis de charges explosives sont des drones beaucoup plus gros. Ça, c'est les drones américains qui utilisés au Waziristan, en zone pakistano-afghane, qui ne font pas qu'observer, qui lâchent des charges explosives importantes. Les drones qui ont été vus sont des drones qui ne peuvent pas être dangereux en soi. Ils peuvent avoir une caméra pour voir certains endroits. Donc c'est un matériel d'espion qui est assez sophistiqué. Pratiquement tous les drones qui ont été vus, on le sait bien, ce sont des jeunes qui s'amusent, et y compris à défier un tout petit peu l'autorité, en montrant que, mais bien sûr, je vais rentrer, bientôt on aura un drone qui survolera le lit de Hollande pendant la nuit, quoi. Mais il se mettra sur le net et il dira, vous voyez, voilà, enfin le lit de Hollande, vaut mieux un autre quand même, parce que ça, il suffit de demander à Voici, mais grosso modo... non, voilà. Donc, c'est pas hyper inquiétant dans le sens où ce sont pas des énormes drones qui, eux, seraient pris dans les radars plus facilement. Il y aurait des réactions, je pense. Mais effectivement, c'est un matériel d'espion. Ben, ça, il faut s'y faire, quoi. Mais il y a tellement de matériel d'espion, on ne pouvait pas savoir, qui sont en vente dans le commerce, qui permet à quelqu'un de mettre un micro facilement, de faire une interception de sécurité de téléphone aussi. Et on peut soupçonner quelques journalistes de le faire, d'ailleurs, d'écouter. Voilà. Donc, c'est la technologie. On est dans un monde de technologie et on n'a pas grand-chose à faire là-dessus. Ça devient de plus en plus petit, les drones, les caméras deviennent de plus en plus petites. Bientôt, on aura aussi, pourquoi pas, des araignées qui bougent, comme dans les films, avec une caméra, et qui vont aller rentrer. Oui, bonjour Monsieur Trévidic, c'est toujours un plaisir de vous lire. Moi j'ai 3 questions en fait à vous poser. La première, justement, c'est pour revenir à la première question qui a été posée par la demoiselle qui a fait le droit, sur justement il n'y a pas un accord au sein de la communauté de renseignement française sur justement l'interdiction ou la suppression ou tout simplement la fermeture des sites. Il y a une partie qui dit voilà, il faut les laisser pour pouvoir justement retrouver l'information, remonter les filières, etc. D'autres qui disent mais tout simplement c'est pour arrêter justement cette propagande. Quel est votre regard à vous en tant que juge justement? Deuxième question, quel est également votre regard sur la prison pépinière en quelque sorte donc de l'islamisme radical dans votre dernier livre justement Terroriste? On entend justement ça, donc vous en parlez. Et puis voilà. Et puis il y a un énorme regard maintenant de la société sur la prison. Moi, j'en ai rencontré la directrice interrégionale en fait de l'Est, parce que je suis réalisateur en fait, je fais des documentaires. Et m'a parlé en fait vraiment de l'embarras en fait, justement de la situation qui est très 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 compliquée pour l'administration pénitentiaire depuis l'affaire Mera, parce que tout le monde disait, voilà, Mera, c'est la prison, et voilà, c'est un produit de la prison, et les pauvres, ils sont dans une situation, à la fois, ils ne peuvent pas se défendre, parce qu'il y a une hiérarchie, il y a tellement de choses à respecter, mais en même temps, ils disent, voilà, on ne peut pas être, voilà, donc un peu le maillon faible de tout un système, et que finalement, c'est aussi, la prison, c'est la société, en quelque sorte. Et dernière question, c'est juste... qu'est-ce qu'on fait du retour de tous ces gens-là? Parce qu'au bout d'un moment, Daesh, ça va se terminer. La question, vous l'avez soulevée dans le livre justement sur terrorisme, sur les anciens de Kosovo. Donc vous dites, voilà, on a pu les surveiller, on a pu les suivre. Aujourd'hui, c'est un peu difficile, j'imagine. Vous, avec votre expérience, votre parcours, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme élément de réponse, s'il vous plaît? Alors, merci. J'essaie de me souvenir de la première question. Et les deux autres, je vais pas les louper. Ah voilà, des sites. Bon, il est vrai que traditionnellement, les services de renseignement sont des chauds partisans de laisser les sites ouverts parce que beaucoup d'affaires naissent de la surveillance de ces sites.
plus exactement de l'interface de ces sites. Ce n'est pas la version que tout le monde voit, c'est les messageries privées des sites. Qu'est-ce qui se passe dans un site islamiste répertorié, donc vraiment connu, Shoumouk al-Islam, des choses comme ça. Des internautes viennent voir des vidéos, faire des commentaires, poster, discuter, tchatcher. L'administrateur et les modérateurs de ce site voient que tel petit jeune, il va très souvent, il passe des heures, et donc vont prendre contact avec lui pour voir s'ils peuvent le recruter. Donc ça, c'est l'interface. Ça va se faire par messagerie privée, et généralement cryptée. Le moyen de cryptage le plus connu, c'est donc Asrar 2, Mujahideen Secret, pour vous donner à peu près l'idée générale. Et on arrive à le décrypter. Bon, ça prend un peu de temps avec un organisme officiel. Et donc, on voit bien que on repère les gens qui sont très intéressés par l'islamisme en général. On les attire, on essaie de les motiver un peu et de les amener petit à petit. Et bon, après, il y a des messages qui sont échangés, des informations de pays à pays, de groupe à groupe. Ça a vraiment une utilité, ces sites, beaucoup plus importante que la simple propagande. Donc c'est pour ça que les services disent « Ah, mais il faut que ça reste ouvert parce que nous, on peut puiser des informations, etc. » Oui, le problème, c'est qu'il y a la propagande aussi. Donc entre deux mâles, il faut choisir à un moment donné. Est-ce qu'on laisse ouvert ces sites-là en se disant on va avoir 3 ou 4 belles affaires par an, on va être très content, au risque d'avoir une explosion de la radicalisation de notre pays parce qu'on a laissé produits, propagande se diffuser. Franchement, je pense qu'il faut supprimer le produit de propagande. Tant pis. Mais ça vient du même ressort, c'est-à-dire on ne veut plus mettre de policiers dans la rue. Avant, il y a des gars des RG, quand ça existait encore, qui faisaient la sortie des mosquées, c'est vrai. Bon, ils étaient sous la pluie, ils attrapaient la grippe, ils prenaient des arrêts de travail. Bon, là, non. Le gars, il est derrière son computer, il ne sort plus. Ils ne se voient pas du tout revenir à une méthode de travail plus traditionnelle. C'est ça qu'ils appuient beaucoup sur l'idée, on va tout faire par Internet, voilà, on est des cyberpoliciers. Voilà, bon, je veux dire, ok, mais ça m'embête parce que moi je suis pas cyberjuge, donc j'aimerais bien aussi que, voilà, c'est ça mais fondamentalement c'est ça. Moi je vous dis parce que j'ai commencé en 2000 l'antiterrorisme. Tous les djihad qu'on a vus, y compris Bosnie 95, qu'on a terminé en 2000-2001 à peu près les dossiers, on avait 40-50 personnes qui partaient français. Hein, c'était quand même gérable. Même les filières irakiennes de la guerre en Irak contre Saddam, 50 personnes. Là, vous en avez 1500, vous comprenez qu'il y a un problème. Et ben moi, le problème, il se situe de 10 ans de propagande islamiste intensive sur Internet. Ça a commencé en 2002-2003, à l'occasion de la première guerre en Irak, les premiers sites. À l'époque, moi déjà, j'avais remarqué, ça m'avait passionné, parce que je n'avais jamais vu ça avant. Avec l'explosion des sites Internet, il s'est produit un phénomène, c'est que Zarqawi, en Irak, a créé les brigades médiatiques. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient des caméras et qui faisaient des vidéos pour le net. Ils n'étaient pas là avec des calaches. Ils avaient son service de presse, de correspondant de guerre, je ne sais pas comment l'appeler. Et l'idée, c'était, dès que tu vois un musulman qui est tué, une femme qui pleure, un bébé qui est déchiqueté par une bombe, tu nous le filmes, on va montrer les atrocités que font les Américains. Et puis tu vas aussi montrer quand on tue des Américains, les Moudjahidines très, très fiers, qui combattent, etc., avec des chants guerriers derrière. Donc on avait les deux pendant. On en veut à l'Occident, on tue des musulmans, regarde. Et la solution, tu peux être un moudjahid qui vient aider tes frères musulmans. Donc, après, ça n'a jamais changé. Les sites islamistes fonctionnent toujours sur ce rythme binaire, très simple. On accentue sur le côté parano, l'Occident en veut à l'islam, regarde, il tue nos frères. Et la solution, c'est tu viens combattre. Ça n'a pas bougé depuis 10 ans. Et c'est 10 ans de martèlement intense de ce discours. Et 10 ans plus tard, on a, j'en suis certain, une explosion de la radicalisation de nos jeunes. Parce que j'en suis certain, pourquoi ? Je ne suis pas statisticien, mais pour voir qu'il y en a 1500 qui partent, là où avant il y en avait 50. C'est que le fond doit être important. C'est toujours par entonnoir. Ceux qui passent le cap de partir, c'est parce qu'il y en a un paquet qui ne partent pas. C'est parce que vous en avez 10 000 radicalisés qu'il y en a 1000 qui partent. Quand vous en avez 1000, il y en a 3 qui partent. C'est un peu statistique. C'est un peu voilà. Donc je suis persuadé que c'est signe d'une radicalisation de notre jeunesse sur 10 ans très importante, le fait d'avoir autant de jeunes qui partent.
C'est l'arbre qui cache la forêt, malgré tout, les 1500 qui sont partis. Pour 1500 qui partent, il y en a 10 000 qui aimeraient bien. Et encore, moi, je ne peux pas donner de chiffres, mais ça me paraît évident. Je n'ai pas fini les 2 autres questions. Oui. Ça, c'était que la première, en fait. La prison. Alors, la prison, c'est notre problème. On a tout essayé, paraît-il. On a essayé d'abord de complètement dispatcher un peu partout. Et puis ceux qui faisaient du prosélytisme, ils faisaient 4 mois là, puis on les envoyait 4 mois ailleurs, 4 mois ailleurs, 4 mois ailleurs. Bon, voilà. Après, il y en avait certains qui avaient une capacité de contamination tellement rapide qu'évidemment. Maintenant, il y a l'expérience Fresnes, on se dit on va les regrouper tous. Alors, pour moi, c'est la dernière des solutions à prendre parce que ils choisissent de mettre ensemble tous ceux qui sont mis en examen pour terrorisme. Et dedans, on a des vrais durs, des vrais assassins. De l'autre, il y a le petit jeune qui a essayé d'y aller, qui a été pris avant, qui a passé 15 jours. Non, en le mettant avec les durs, on est sûr que dans 5 ans, il ressort comme un kouachi. Mais c'est pas grave, on va le faire, on y va en plein dedans. Donc je me demande par moment le degré de réflexion de tout ça. Mais on vous dit, c'est pas grave, c'est l'expérimentation. Bah oui, puis ouais. Mais alors, ceux qui se prendront les balles de calage dans 4 ans, voilà, ils pourront nous donner le résultat des courses. Non mais bon, moi, alors voilà, donc à mon avis, il faut aussi être clair. Aux États-Unis, c'est trop excessif dans le sens où je suis allé plusieurs fois à Supermax, Colorado Springs. C'est la prison de haute sécurité où il y a les terroristes, où il y a Moussaoui notamment. Et là, c'est vrai que c'est un peu dur quand même. Il n'y a aucun contact physique avec personne. Ils sont tous isolés. Quand vous allez les entendre, vous le faites, même vous, juge français, derrière une vitre. Son avocat au gars n'est pas avec le gars de l'autre côté de la vitre, il est avec vous, de ce côté-là. Lui, il n'a le droit de toucher personne, d'avoir personne. Donc c'est vrai que passer sa vie là-dedans, c'est pas forcément génial. On peut peut-être trouver des trucs un peu plus soft, mais ceux qui font vraiment du prosélytisme, qui sont vraiment dangereux pour la population carcérale d'une manière générale, et encore plus pour ceux qui sont déjà sensibilisés, qui ont voulu aller en Syrie, etc., oui, il faut admettre qu'il faut les isoler. Alors après, les droits de l'homme, combien de temps ? Non, mais j'ai bien compris le problème, effectivement. Mais là encore, on n'a pas de bonne solution. Moi, je dis que ceux qui sont vraiment, qui le font de façon récurrente, il faut pouvoir les isoler du reste de la population carcérale. Il faut lui permettre de voir sa famille en parloir. C'est ça les incompréhensions. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il ne s'agit pas d'être inhumain. Les Américains, c'est des raisons de sécurité. Ce n'est pas une question de prosélytisme, c'est que contact avec personne parce que c'est la sécurité maximum. Bon. Nous, on peut très bien admettre que quelqu'un qui est dangereux pour un co-détenu, etc., il puisse continuer à voir ses parents au parloir, etc. C'est 2 choses complètement différentes. C'est vraiment le problème du prosélytisme qui est un problème pour nous. La 3e question. Rapidement, le retour, c'est parce qu'on n'est pas capable de gérer les retours qu'il faut éviter les départs. C'était ma philosophie du truc. On est débordé par les retours. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? D'abord, on n'arrive pas à gérer le visible aujourd'hui. C'est-à-dire ceux qui reviennent en tapant à la porte. Déjà, ça fait trop. Et ils ne se cachent pas. Il y en a plein qui reviennent. Ils vont sonner au consulat de France en disant « Je veux revenir, j'ai quitté l'État islamique ». C'est ça que les Turcs nous renvoient actuellement. Mais vous imaginez, là, on a du mal à gérer le visible. L'invisible, ça va être terrifiant. L'invisible, c'est quand l'État islamique va nous faire revenir des gens avec des faux papiers, des fausses identités par différents pays pour nous en mettre une. Et là, ça va pas être du gâteau. Aujourd'hui, on s'inquiète de ceux qui reviennent à visage découvert, et dont on connaît les noms, qui se sont mis sur Facebook, on sait très bien qui ils sont. Mais on peut avoir un phénomène beaucoup plus inquiétant, bonne vieille méthode, de retour invisible. Il faut arriver à motiver les Turcs et les Bulgares, leur donner des moyens, surtout pas les braquer, pour qu'ils nous les arrêtent, qu'ils fassent le filtre. Parce que si ce filtre-là n'est pas efficace, après ça se dilue partout en Europe. Et alors, bon courage. Bien, je suis désolée, je crois qu'on arrive au terme. Est-ce qu'on peut encore en prendre une ? Allez, madame. Oui, je voudrais revenir à ce moment où votre petit juge est devenu méchant. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression que à ce changement, ou disons l'origine de ce changement, il est à chercher en Italie, lorsque certains juges très très courageux, dans le cadre de Manopolite, ont essayé de s'attaquer à la mafia et d'autres structures dites mafieuses.
et que finalement, aujourd'hui, où l'Italie n'a plus de juge d'instruction, est-ce qu'en France, on n'est pas en train de suivre cet exemple pour une seule et simple raison, ne pas nuire en fait à ce crime organisé dont on ne peut pas séparer le terrorisme d'ailleurs, puisqu'il se finance à 60 et plus % par le trafic de drogue. Bon, alors effectivement, je n'ai peut-être pas assez expliqué, mais vous avez raison. Quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. Bon. Dire que le juge d'instruction était simplement un petit juge, ça le rend petit juge, ça ne permet pas de l'abattre, ça ne fait pas peur, quoi. Il faut qu'il soit méchant pour l'abattre. Donc il faut le stigmatiser de manière générale. C'est pour ça que, effectivement, l'Italie est un bon exemple de petit méchant juge, donc méchant et qu'il fallait abattre. Donc c'est un peu la problématique aussi en France. Maintenant, les Italiens, n'oublions pas qu'ils ont supprimé le juge d'instruction, mais les parquets sont indépendants. Ils mènent des enquêtes, il y a des parquetiers courageux. En 89, ils décident que c'est le parquet qui mènera les enquêtes, mais en même temps, ils coupent complètement le cordon avec le pouvoir exécutif. Il n'y a plus aucun lien avec le pouvoir exécutif. Encore une fois, ce n'est pas le modèle qu'on voulait insuffler en France. Maintenant, là où je vous rejoins, c'est que il n'y a pas, pour tout ce qui est circuit financier, blanchiment, il n'y a pas de circuit financier spécifique au terrorisme. Ils utilisent le circuit de l'argent sale, comme toute forme de criminalité. On ne peut pas faire des statistiques, c'est compliqué, ne serait-ce que parce que dans la criminalité classique, tout l'argent est sale et on le blanchit, tandis que dans le terrorisme, il y a de l'argent propre et de l'argent sale. Il y a de l'argent propre, parce que c'est de l'argent qui est récolté, par exemple, le vendredi, la zakat, ou l'aumône légale, ou des associations qui donnent de l'argent, etc. L'argent est propre. Simplement, on le fait passer par un circuit pour cacher ce qu'on va en faire, l'utilisation qu'on va en donner. Donc, ce n'est pas tout à fait la même problématique. Ce n'est pas tellement du blanchiment, c'est presque du noircissement. Quand vous faites un attentat terroriste, l'important, c'est qu'on ne puisse pas retracer comment vous avez eu votre argent. Mais l'argent peut être parfaitement légal, ça peut même être un État qui vous l'a donné. Dans les années 80, le terrorisme d'État, c'est les États qui subventionnaient les groupes terroristes. Ce n'était pas de l'argent sale à la base. Mais simplement, il ne fallait pas retracer qui est le commanditaire, j'allais dire. Voilà, donc on n'a pas tout à fait la même problématique, mais les circuits de blanchiment sont en fait un nom qu'on donne à des circuits occultes qui permettent de ne pas retracer l'origine, la destination de l'argent. Donc le terme blanchiment est un peu... bon. Le problème, c'est que pas mal d'États aimeraient lutter contre le terrorisme. J'ai été faire une conférence pendant une semaine sur le financement blanchiment au Gabon. C'est un bon exemple. Sur financement blanchiment terreau, c'est eux qui organisaient. J'y vais, je dis, bon, ouais, ok. Et alors, on va discuter de quoi eux, déjà, l'idée qu'on puisse contrôler les mouvements bancaires, les envois à l'étranger d'argent, ils voudraient la solution de ne contrôler, de ne pas pouvoir avoir de regard, aucun organisme n'ait un regard sur les mouvements autres que terreau. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, grosso modo, vous demandez que quand vous envoyez de l'argent sur des comptes à l'étranger qui proviennent peut-être des fonds publics, je ne sais pas. Comme vous voudriez que là, aucun organisme ne puisse le voir, mais qu'on ne verrait que quand c'est pour du financement terreau. Non. Et c'est ça qui gêne dans la lutte contre le financement du terrorisme, c'est que pour être efficace, fatalement, ça va gêner tous ceux qui font de la corruption, qui font, etc. Il n'y a pas d'autre solution. L'argent, il n'a pas d'odeur. On voit les moments fous. Et après, on voit à qui il vient et qui est quoi, et à quoi ça sert. Mais à la base, c'était des mouvements suspects. C'est pas autre chose. Donc voilà, on ne peut pas séparer. Ça gêne, parce que pas mal de gens aimeraient lutter que contre l'argent pour le terreau, sans casser la structure, société offshore, tous ces différents trucs qui leur servent trop pour d'autres choses. Et voilà. Et tant qu'on sera dans cette logique, eh ben, on ne pourra pas lutter contre le financement, macro-financement terreau, parce qu'il y a du microfinancement où c'est encore plus complexe. Bien, écoutez, je suis navrée, mais il y a une autre conférence qui commence à 16h30.